Ça y est, c'est le week-end. Que votre semaine ait été trop longue ou trop intense, je vous invite à faire une pause. Moi, c'est Priscilla, Littéra Priscilla, sur mon blog et sur les réseaux. Je vous propose chaque vendredi soir un titre qui vous fera voyager. Littérature classique, fantasy, roman historique ou histoire familiale, j'essaierai en quelques minutes de vous donner envie de découvrir un livre pour ce week-end. Alors, installez-vous, on est là pour se détendre. Après 2 vendredis d'interruption pour ce podcast, vacances oblige, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans Qu'est-ce qu'on lit ce week-end pour vous parler du premier volet d'une saga que j'ai dévorée en 2 jours, il y a maintenant quelques mois. Pourquoi ai-je choisi de vous parler de Grisha de Leigh Bardugo aujourd'hui ? Tout simplement parce que j'ai décidé de profiter de mes vacances pour terminer le livre de cet univers que l'on a fini par appeler le Grishaverse. Le Grishaverse, ce sont d'abord les 3 tomes de Grisha que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis l'autrice nous emmène dans un pays limitrophe de Ravka pour une histoire d'un autre genre avec Six of Crows. Enfin, la dernière duologie, King of Scars, que j'ai lue ces 2 dernières semaines donc, renoue avec les lieux et l'ambiance de Grisha, bien plus tard, avec un final en apothéose. Mais commençons par le commencement, voulez-vous ? Il était une fois Grisha. Comment poser des mots simples sur la tornade émotionnelle que fut cette lecture pour moi ? Je choisis pour le faire de parler de la saga dans son intégralité. Cela m'évitera de m'attarder trop longuement sur l'intrigue de chaque tome que je ne peux pas vous dévoiler. Et ça me permettra de me concentrer sur les atouts de l'écriture, sur le talent de l'autrice. Pour commencer, et peut-être pour vous mettre l'eau à la bouche, je dirais simplement que je n'avais plus été transportée de la sorte depuis ma découverte d'Harry Potter. Et ce n'est pas peu dire. Refusant, pour des raisons évidentes, de vous lire tout simplement les 3/4 de couverture de mon édition du livre de poche jeunesse, je vous propose un résumé personnel qui, j'y tiens, ne divulgachera rien de l'intrigue. Nous voici plongés dans une sombre époque. À Ravka, le Shadowfold, une nappe d'ombre, coupe le pays en 2. Cette nappe, synonyme de mort, nombreux sont ceux qui ont tenté de la passer. Peu sont revenus. Les Volcra, créatures démoniaques qui se nourrissent des humains, se jettent sur toute présence vivant dans leur territoire. Les 2 côtés de Ravka sont séparés. La vie y sera toujours menacée, tant qu'on ne parviendra pas à éradiquer l'ombre, grâce à la lumière, à l'invocatrice de lumière. Alina Starkov et Malyen Oretsev, Alina et Mal, sont 2 orphelins. Elle est aussi discrète qu'il est charismatique, mais ils s'aiment, de toutes les façons dont on peut s'aimer dès l'enfance. C'est en le sauvant lui qu'Alina découvrira qu'elle est l'invocatrice, tant attendue par le chef des Grisha, le Darkling. À eux 2, ils peuvent sauver le monde. Ensemble, ils détiennent un pouvoir incommensurable et dangereux. Voilà ce que je me contenterai de dire pour vous présenter l'histoire. Mais évidemment, cela ne donne qu'un aperçu de l'univers et des enjeux de l'intrigue. Le monde créé par Leigh Bardugo est époustouflant. On passe de la vie des héros dans un orphelinat de Ketterdam aux abords du Fold pour atterrir dans une cour royale qui, franchement, n'a rien à envier à ses ancêtres en termes de complot, d'hypocrisie et de danger. Et nous finissons dans une course-poursuite entre forêt, montagne et mer, uniquement pour le premier tome. La nature elle-même joue un rôle essentiel dans l'histoire, tant pour les traqueurs comme Mal que pour les Grisha, qui avant d'être des sorciers, sont des spécialistes de ce qu'ils appellent la petite science. Ils font en fait venir le feu, l'eau, la lumière, le vent, de la matière elle-même. L'intrigue est haletante. Comme d'habitude, un temps de mise en place est nécessaire dans le premier volume, et dans le deuxième, qui redistribue les cartes complètement différemment. Toutefois, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai enchaîné les 3 volumes en 4 jours parce que je ne pouvais tout simplement pas m'arrêter sans connaître la fin. La force de l'autrice réside dans son talent pour les rebondissements. Il est impossible de prévoir la suite des événements. Le lecteur est transporté de révélations en révélations au rythme des retournements de situation et des dissimulations ou des dévoilements des personnages. Parce que oui, l'essentiel de ma fascination est dû, j'en suis certaine, à la qualité de la peinture des personnages. Je crois que s'il y a un mot qu'il faut bannir de la qualification de cette saga, c'est manichéen.
À l'instar de ce fold qui nimbe le monde du roman comme une menace constante et grandissante, l'obscurité transpire par les pores de la peau de tous les personnages. Alina et Mal eux-mêmes sont constitués d'une part sombre, contre laquelle ils luttent ou avec laquelle ils composent. Ils ne sont pas toujours ensemble, ils n'y croient pas invariablement. Ils n'agissent pas forcément bien, et c'est tellement juste. Leur amour d'une force peu commune les guide, les noie, il est leur phare et il est leur tempête. Alina, symbole de la lumière, est envahie par les ténèbres, celle de son enfance et celle du Darkling, le ténébreux mais le tentant Darkling. Je crois bien que c'est la première fois que le méchant de l'histoire est l'un de mes personnages préférés. À l'instar d'Alina, j'ai été effrayée, subjuguée, prise de pitié, mais aussi de haine ou de colère d'un bout à l'autre du roman pour ce personnage. Que dire aussi de Nikolai? Il est la brute, le corsaire, l'ami, le sacrifié. Il est drôle, il est manipulateur, il est touchant. Et dans King of Scars, il est incroyable. Genia, Zoya, David, pour n'évoquer que, sont des personnages fuyants, qui évoluent sans cesse et qui nous captivent, bien qu'ils apparaissent d'abord comme des personnages secondaires. À ces individualités riches et travaillées s'ajoutent des enjeux politiques et religieux. On voit à l'œuvre les hommes. On les voit se rendre compte que quelque chose est sur le point de changer et tout faire pour s'en emparer à des fins plus ou moins louables, plus ou moins altruistes. La foi, la justice, les armes, l'espionnage, il n'y a plus de règles, plus de codes, plus de repères pour personne. Bref, vous l'avez compris, j'ai été subjuguée, complètement. J'ai déjà envie de les relire, et je le ferai bientôt, c'est sûr. Pourquoi s'auto-censurer ? Parce que je sais que je suis allée trop vite, que j'ai zappé certaines informations et que prise par mon élan, j'en ai presque oublié de savourer. Je ne peux donc que vous conseiller cette saga. Elle vous emportera, elle vous fera réfléchir et vous émouvra vraiment. J'en suis sûre. Pour vous en convaincre, je vous laisse découvrir avec moi le début de cette aventure. Au début, j'eus l'impression de naviguer dans un épais nuage de fumée, sauf qu'il n'y avait ni chaleur, ni odeur d'incendie. Les bruits semblaient étouffés, et le monde devint silencieux. Je regardais l'esquif des sables qui nous précédaient s'enfoncer dans les ténèbres et disparaître l'un après l'autre. Je me rendis alors compte que je ne voyais plus la proue de notre propre esquif. Très vite, je ne distinguais même plus ma propre main sur le bastingage. Je regardais par-dessus mon épaule. Le monde vivant n'était plus là non plus. Les ténèbres nous envahirent, noires, légères, absolues. Nous étions dans le Shadowfold. J'avais l'impression de me tenir à l'extrémité de tout. Je m'accrochais fermement au garde-corps, heureuse de sentir le bois dur sous mes doigts. Je me concentrais sur cette sensation et sur le contact de mes pieds bottés plantés sur le pont. J'essayais de penser aux soldats armés de fusils et aux Grisha Inferni en robe bleue. Nous espérions tous traverser le fold sans bruit, sans nous faire remarquer. Aussi n'était-il pas question de tirer des coups de feu ou d'invoquer des flammes. Toutefois, leur présence était réconfortante. L'esquif glissait en produisant un faible bruit de frottement sur le sable. Combien de temps cela dura-t-il ? Peut-être quelques minutes, ou bien plusieurs heures. « Tout va bien se passer, me dis-je. Tout va bien se passer. » Alors je sentis la main d'Alexei qui cherchait la mienne. Il m'agrippa le poignet. « Écoute, » chuchota-t-il d'une voix rauque et terrifiée. Dans un premier temps, je n'entendis que le bruit de sa respiration et les sifflements réguliers du skiff sur le sable. Puis, je distinguai un autre son dans les ténèbres, faible, mais insistant. Des battements d'ailes rythmés. J'attrapais le bras d'Alexei d'une main et le manche de mon couteau de l'autre. Mon cœur était près d'éclater dans ma poitrine, tandis que mes yeux tentaient de transpercer les ténèbres. Derrière moi, les hommes armèrent leurs fusils et sortirent des flèches de leurs carquois. « Tenez-vous prêts !» chuchota quelqu'un. Nous attendîmes en écoutant le bruit de ces ailes invisibles, un bruit de plus en plus fort, comparable à celui des tambours d'une armée ennemie. J'avais l'impression de sentir sur mes joues le feu que les monstres brassaient. « Feu !» lança une voix. Je plissai les yeux, le temps de m'habituer à la luminosité. Soudain, je les vis. Alors qu'ils étaient supposés se déplacer en petits groupes, j'avisai, non pas des dizaines, mais des centaines de volcras voltant dans les airs autour du skiff. Ils étaient bien plus effrayants que tout ce que j'avais pu voir dans des livres, que tout ce que j'avais pu imaginer. Des coups de feu retentirent, les archers décochèrent leurs flèches et les hurlements des volcras transpercèrent l'atmosphère au perché et terrifiant. Ils plongèrent. « Recule !» C'était Mal, fusil à la main, le visage maculé de sang. Il m'agrippa le bras et me tira derrière lui. Le volcra avançait toujours, plantant ses griffes dans le pont à chaque pas,
une de ses ailes pendant bizarrement sur le côté. Mal essaya de recharger son fusil à la lumière des flammes, mais le monstre fut trop rapide. Il se précipita sur nous en donnant de grands coups de patte et tailla dans le torse de Mal, qui lâcha un cri de souffrance. Je me couchai presque sur Mal, faisant de mon corps un bouclier. Je savais que c'était futile, mais c'était tout ce que j'avais à offrir. Je sentis l'odeur fétide des créatures, le vent produit par leurs ailes. Je posai mon front sur celui de Mal et je l'entendis chuchoter. « Rendez-vous dans le pré !» J'avais tellement peur, j'étais tellement en colère et certaine de notre mort imminente que quelque chose céda en moi. Le sang de Mal réchauffait mes paumes et la douleur déformait son adorable visage. Un Volcra lâcha un cri de triomphe en m'enfonçant ses serres dans l'épaule. Une souffrance intense parcourut tout mon corps. Alors le monde devint blanc. Je fermai les yeux tandis qu'un flot soudain de lumière aveuglante envahissait mon champ de vision, semblant emplir ma tête et devoir me noyer. Quelque part, au-dessus de moi résonna un horrible cri aigu. Les griffes du Volcra lâchèrent doucement mon épaule et je m'affaissai en avant, ma tête heurtant le pont. Et je ne sentis plus rien. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. Peut-être certains parmi vous connaissaient-ils déjà cet univers grâce à la série Shadow and Bone disponible sur Netflix, qui est une très bonne série mais qui s'éloigne assez fortement des séries de romans de Leigh Bardugo et qui en plus malheureusement a été arrêtée avant la 3e saison. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de découvrir les romans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à partager ce podcast. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires. Salut, salut!